chez l'Agnac. Imaginez un podcast qui vous donne l'énergie de concrétiser vos projets. Bienvenue dans l'Agnac, le podcast entièrement dédié à cet esprit de persévérance qui va vous mettre en mouvement. Je suis Stéphanie et avec ma fille Charline, nous sommes partis rencontrer des personnalités passionnantes dans différents horizons qui vont vous livrer leurs méthodes, leurs conseils pratiques à travers leurs histoires pour bouger les lignes dans votre vie. Préparez-vous, ça va être motivant et transformateur. En fait, la vie, c'est comme une piste de ski de boss, avec ses hauts, ses bas et ses défis imprévus. Je suis ravie de recevoir Edgar Gros-Piron, champion olympique au JO de 92 à Albertville et triple champion du monde en ski de boss. Edgar a marqué sa génération par son talent, sa détermination et sa motivation. Aujourd'hui, il est devenu aussi l'un des conférenciers sportifs les plus inspirants, avec plus de 1000 conférences à son actif. Il a lancé sa méthode Motivator, permettant de se faire coacher par un champion olympique. Son incroyable recul sur son parcours lui permet de nous donner des conseils applicables pour atteindre nos objectifs. Alors que l'énergie des JO de Paris est encore palpable, dans cet épisode, nous parlerons d'envie, de motivation, d'émotion, de plaisir et bien plus encore. Alors Edgar, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur l'Agnac. Merci Stéphanie, je suis ravi d'être là. C'est quoi pour vous avoir l'Agnac ? La niaque, c'est avoir la pêche, mais c'est un truc assez instantané, je trouve. C'est ce qu'on se dit quand on est au départ d'une course ou d'un moment clé et où on se dit, allez, il faut que j'ai la niaque là parce que j'ai envie de tout déchirer. J'aime bien ce mot d'ailleurs, la niaque, parce que rien que le mot, il exprime bien ce que ça veut dire. Vous avez porté la flamme olympique, c'était la semaine dernière, il me semble, le 23 juin. J'ai vu les images. Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en fait ? Alors, ça signifie pas mal de symboles, la transmission, la paix, et puis l'énergie, la flamme. Et puis, en fait, ça s'est fait dans un contexte qui était un peu particulier. J'avais choisi le lieu parmi les différentes options et j'ai choisi le plateau des Glières, l'endroit où on a le seul en France, monument national dédié à la résistance. Et je trouvais que ce lieu était symbolique pour parler de paix et de transmission. Ça a été un moment hyper émouvant. Je pensais pas, je m'étais dit, c'est sympa pour le symbole. Et en fait, quand je suis sorti du monument, je me suis approché de mes enfants, ma femme et mes enfants. J'ai vu dans les yeux notamment de mes enfants une grande fierté, quelque chose que j'avais jamais vu. Et ça m'a vraiment ému, quoi. Ça m'a fait monter les larmes et je m'attendais pas à ça, en fait. J'ai l'impression que la fierté, vous avez aussi été la chercher dans les yeux de votre parent. Enfin, je me trompe ? Oui, c'est peut-être pour ça que ça m'a touché. C'est parce que on a besoin de voir effectivement dans le regard des gens qui sont importants pour nous, il y a de la fierté, qu'il y a de l'enthousiasme, qu'il y a du positif, en fait. Le regard de l'autre, c'est un peu le moteur de l'homme. Donc on vit pas seul comme des ermites et qu'on a besoin d'avoir cette reconnaissance, d'avoir ce regard. C'est aussi ce qui nous fait avancer. Et du coup, le ski, c'est tout de suite arrivé dans votre vie ? Donc ça veut dire que vous aviez dès tout petit envie d'être champion olympique ou c'est venu progressivement ? Comment ça s'est passé ? En fait, on ne naît pas champion, on ne naît pas non plus avec des skis aux pieds, mais j'ai quand même eu la chance de naître dans une station de ski et d'avoir des parents qui étaient passionnés de ski. Et donc, c'était non seulement un jeu, et puis aussi un mode un moyen de se déplacer. J'allais à l'école en ski, moi, quand j'étais gamin, donc c'était un moyen de déplacement aussi. Et puis, c'est ce qui occupait la plupart de mes journées avec mes copains d'Avoria au début, puisque j'habitais à Avoria et que mes parents tenaient un magasin de sport. Et donc, on s'amusait, quoi. On jouait. Donc, ouais, le ski a été une partie extrêmement importante de ma vie. Mais après, quand je dis on ne devient pas champion, c'est parce que de tous ces gamins qui naissent à la montagne et qui grandissent avec des skis aux pieds et qui en font un jeu, on est plein, en fait, quand on regarde bien dans les stations à vouloir à skier. Mais on est très peu, finalement, à arriver au top et à en faire un métier. Parce que faire d'une passion un métier, c'est quand même un chemin qui n'est pas si évident. Ensuite, de persévérer, d'aller tout en haut.
là encore, il y a beaucoup d'obstacles. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être au départ pas mal de monde, mais à la fin, on est très peu en fait à finir en équipe de France. Alors du coup, comment parmi tous ces gens, voilà, vous émergez, alors on va parler motivation parce que c'est votre marque de fabrique. On va parler énergie et plaisir parce que je crois aussi que ça fait partie de ce que vous mettez en avant et ça, je trouve ça absolument génial. Mais du coup, comment petit, vous allez vous démarquer? Comment vous allez justement créer de l'envie, de la motivation? Alors vous êtes déjà plusieurs à aimer le ski, puis vous vivez à la montagne. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour que ça bascule vers quelque chose de différent pour vous? Bah, d'abord, le ski a été un plaisir pour moi avec très peu de pression. Il faut quand même que je vous raconte quelque chose que j'ai rarement raconté, mais parce que ça me touche et parce que moi, ça a été une époque extrêmement heureuse. J'ai grandi à Avoria et mon meilleur copain, en fait, était le fils d'un champion olympique. Lui, sur ses épaules, en fait, pesait une certaine pression. Dès qu'il avait des skis aux pieds, c'était, ah, tu vas devenir un champion comme ton père. Et moi, j'étais à côté et on me disait pas ça. J'avais pas de pression et je disais, allez, viens, on va skier, on va s'amuser et tout. Et puis on skiait et on s'amusait, quoi. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il n'y ait pas de pression, peu en tout cas sur mes épaules, comparativement à être le fils de, qui est une autre paire de manches, bah, finalement, moi, ça m'a quand même bien facilité la tâche. Mais alors, j'ai tendance à dire, du coup, vous n'avez pas de pression, mais qu'est-ce qui va générer justement de l'envie et derrière de la motivation? C'est le fait que pour moi, le ski était un jeu, aussi un moyen d'exister positivement dans le regard de mes parents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, dans ma vie, quand j'étais gamin, j'avais mes potes. Et en fait, quand je rentrais du ski, j'avais plutôt tendance à voir dans le regard de mes parents une forme de fierté, d'encouragement, parce que on partageait cette passion. Et quand mes parents pouvaient m'emmener skier, c'était sympa. Moi, on rigolait bien. Et puis on avançait, puis eux, ils traçaient, puisque souvent, ils allaient skier pour eux. Et je me souviens que quand des fois je tombais, mon père, il me disait, bah, j'ai rien vu. Il me dit, par contre, le virage, là, dis donc, pas mal. Et puis, donc, j'ai eu zéro conseil en ski, alors que mon père était moniteur de ski, mais plutôt que des encouragements. Et il faut quand même se rendre compte, et ça, je l'ai appris plus tard, mais c'est souvent qu'un conseil, quand tu l'as pas demandé, ça sonne un peu, et c'est peut-être encore plus fort dans la tête d'un enfant, comme un reproche déguisé. Et heureusement que mon père, finalement, ne m'a pas donné de conseils parce qu'il était tellement, pour moi, tellement un grand skieur que le moindre conseil aurait sonné comme bah, mon gars, t'es bon, tu fais ce que tu peux, mais t'es pas très bon, quoi. Et j'ai pas eu de conseils du tout, sauf quand je les ai demandés. Sinon, c'était plutôt que des encouragements. À côté de ça, j'avais l'école. Et de l'école, j'avais plutôt tendance à ramener des punitions et des mauvaises notes. Et là, je me faisais engueuler. Il y avait une sorte naturellement, un environnement dans lequel j'obtenais de la reconnaissance positive et un environnement dans lequel je recevais plutôt de la critique négative. Et donc, entre les deux, j'ai choisi mon camp, en fait, très tôt. Mais alors, ce qui est intéressant, je le rappelle, c'est que vous avez décidé de choisir le ski de boss. C'était quand même Oui, ça, hyper... c'est beaucoup plus tard. Ah, c'est beaucoup plus tard. Mais alors, d'accord. Ouais. Quand je vous dis ça, c'est que assez jeune, et il y avait ce phénomène, on va dire, investi mon temps et mon énergie, là où la reconnaissance était plutôt positive. Et puis, il y a un deuxième phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que le père, en fait, de mon copain, c'était le patron de mes parents. Et c'est devenu l'associé aussi de mes parents. Et donc, ce champion olympique, Jean Vuarnet, champion olympique de descente en 1960, c'était un homme qui avait un fort charisme. Et mes parents étaient hyper fiers, en fait, de travailler pour ce monsieur. Et ça se voyait à la maison. Et moi, je pense à développer un rêve de gosse. Si je veux que mes parents soient fiers de moi quand je serai grand, bah, moi aussi, il faut que je sois un grand champion. Donc la pression, elle ne m'est pas venue de l'extérieur, c'est moi qui me la suis mise finalement. Et du coup, on vient un peu plus tard, vous choisissez le ski de boss. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont pas dit, écoute, tu passes ton bac d'abord parce que le ski de boss, c'est pas un métier. Personne n'arrive à en vivre, c'est un sport mineur, confidentiel. Et donc, c'est pas avec ça que tu arriveras à réussir dans la vie. Mes parents m'ont jamais dit ça. Et pour autant, je pense que parfois, j'aurais trouvé légitime que ça leur brûle les lèvres. Enfin, aujourd'hui, je trouverais, surtout que j'ai des enfants, je sais un peu ce que c'est.
En fait, ce qu'ont fait mes parents, c'est qu'ils ont appelé mon entraîneur et puis ils ont dit, est-ce qu'Edgar a du potentiel? Mon entraîneur a dit, ouais, il a du potentiel, il est pas mal. Et donc, à partir de là, ils m'ont fait confiance, mais pas que fait confiance. Quand ils m'ont laissé le choix, en fait, c'était un moment où je devais avoir 14 ans et c'est mon père qui m'a dit, Edgar, faut que tu réfléchisses à ce que tu veux faire de ta vie et puis tu vas en parler à ta mère. Et donc, moi, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, maman, je veux faire du ski. Et j'ai entendu mon père derrière moi qui a dit, ce ne sera pas une perte pour la science. Donc, autant vous dire que il croyait en moi sur le plan des études. Hein. C'est clair. J'ai bien fait. Et j'ai dit, c'est pas cool de dire ça. Et il me dit, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu réussisses parce qu'à 18 ans, nous, on te fout dehors. Et là, Donc je la me suis pression. retourné vers ma mère. Ouais, je me suis retourné vers ma mère et puis je lui ai dit, t'entends et ma mère dit, bah ouais, mais c'est normal et on va réfléchir au plan B. Moi, j'avais 14 ans, je suis remonté dans ma chambre. J'étais à la fois heureux parce que je savais que j'allais donner une priorité au ski. J'allais pas pour autant arrêter les études, mais j'allais donner une priorité au ski. Donc, j'étais heureux de ça. Et en même temps, j'étais inquiet parce que 18 ans, c'est court. Et puis moi, réussir ma vie, ça voulait dire être le meilleur du monde parce que c'était ça mon rêve de gosse. C'est-à-dire que ce jour-là, mon rêve est devenu un projet, qu'il fallait que je devienne, fallait que je trouve les moyens, les ressources pour y arriver. Et je les avais pas, évidemment. À 14 ans, j'étais au club des sports à la Clusaz. J'étais même pas encore en équipe de France, espoir. Je ne figurais sur aucun classement mondial. Donc, vous imaginez, 4 ans, 4 hivers, pour passer de rien du tout, de skieur dans sa station à champion du monde. On peut se dire, c'est... Wow. Enfin, en fait, la montagne, elle est beaucoup trop haute. Et en fait, je me suis dit, non, faut réfléchir un peu autrement. Regarde, la chance que j'ai, c'est que j'ai un père qui me responsabilise et une mère protectrice. Ce qui voulait dire que derrière, voilà, c'est plus facile de les assumer puisqu'on les choisit. Et puis derrière, une mère protectrice parce que voilà, il y a un plan B et que le plan B, potentiellement, on pourra le mettre en action. Et le plan B, il était très simple, en fait, c'était de passer le plus vite possible mon monitorat de ski pour être moniteur comme mon père et de faire un BEP de commerce et de comptabilité pour faire comme mes parents, être capable de tenir un magasin de sport. Et pour nous, c'était assez logique de pouvoir commencer comme ça dans la vie, puis après on fera autre chose, mais en tout cas de pouvoir se lancer dans la vie comme ça, s'il y avait un accident ou des contre-performances, ou si j'arrivais pas à percer dans le ski. À partir du moment où le plan B était clair, j'ai pu me concentrer sur le plan A, et les 4 ans n'ont pas suffi parce que je réussisse mon pari. À 18 ans, j'étais numéro 3 mondial, donc c'était pas si mal. C'était déjà pas mal. Mais là, il y avait déjà une sacrée motivation. C'est-à-dire qu'il faut de la motivation et des objectifs clairs. C'est dans quel sens, en fait? La motivation, c'est une énergie qui repose sur différents piliers. L'un des piliers de la motivation, c'est l'ambition. Et dans l'ambition, effectivement, on va mettre les rêves à long terme, utopiques, qui se traduisent à un moment donné en projet à moyen terme, un peu plus concret, et qui se déclinent en objectifs à court terme, qui eux peuvent être là pour le coup très très concrets, avec derrière des actions qui vont réduire l'écart entre ce qu'on est et l'objectif qui est le nôtre, qui lui-même est aligné sur le projet qu'on a envie de réaliser, qui lui-même est dans l'axe du rêve. Et quand l'action du quotidien est finalement calée, alignée sur le rêve utopique à long terme, cette action elle a du sens. Et c'est ce qui lui donne sa puissance et c'est ce qui fait la motivation de l'individu. Et dans la motivation, j'avais lu que quelques années avant 92, vous aviez annoncé dans les médias ou quelque chose comme ça, vous allez devenir champion du monde. C'était une manière de vous mettre de la pression, de vous remotiver, c'était de la visualisation, c'est quoi? Enfin, vous l'analysez comment aujourd'hui? Comme de l'audace, je considère qu'il en faut pour être champion olympique. En fait, à ce moment-là, j'étais champion du monde. Je venais d'être champion du monde, j'avais 19 ans. Et effectivement, on a appris à ce moment-là que notre discipline, qui était confidentielle, allait être inscrite au programme officiel des Jeux Olympiques. Et un journaliste m'a dit, bon, tu vas avoir une pression de malade, t'as pas la trouille. Et je lui ai dit non, puisque je vais les gagner. Et j'ai affirmé ça, mais comme si c'était fait. Est-ce que c'est motivant?
Oui, c'est ma question. Comme je le disais, ouais, comme je le disais, à partir du moment où les actions quotidiennes sont alignées sur la réalisation de nos rêves utopiques à long terme, oui, c'est hyper motivant. Et là, en fait, le fait de dire, après avoir été champion du monde, il y a une étape nouvelle qui est en train de se présenter, que sont les Jeux Olympiques. Je ne peux pas considérer que j'ai réalisé mon rêve. Vous voyez, il n'est pas encore réalisé. Il y a une nouvelle étape qui est encore plus prestigieuse et qu'il faut aller chercher. Et donc là, je rentre dans l'objectif. C'est-à-dire que le projet, le rêve d'être le meilleur skieur du monde, il se décline dans un projet qui est d'être, numéro 1 mondial ou champion du monde en ski de boss. Et puis après, ça se décline en objectif. Et là, l'objectif, c'est d'être champion olympique de ski de boss. Le matin, quand je me lève pour aller à l'entraînement, je sais pourquoi je me lève. Pour moi, ça a du sens. Parce que je vais réaliser quelque chose qui, pour moi, est puissant. Et moi qui n'avais jamais, quand j'ai envisagé de faire une carrière en ski de boss à l'âge de 14 ans, je n'avais jamais imaginé que je ferais les Jeux Olympiques un jour. Et pour moi, qui avait l'image du meilleur skieur du monde, qui était Jean Vuarnet, qui était un champion olympique, vous imaginez là, comme c'est un regain, un boost d'énergie de dingue, un boost de motivation qui est dingue, parce que je vais peut-être pouvoir toucher ce Graal-là. Mais la question aussi, c'est mais pourquoi tout ça, quoi? Parce que c'est important aussi de se dire, ouais, à quoi ça sert? Pourquoi tu veux le faire? Est-ce que à ce moment-là, c'est toujours pour briller dans le regard de tes parents? À ce moment-là, ça a moins de sens. Parce que la reconnaissance, parce que je m'émancipe aussi du regard de mes parents et ça a peut-être moins de sens à ce moment-là. Bien sûr que j'ai toujours envie que j'ai pas envie de les décevoir, mais je suis plus autonome. Quand j'ai 20 ans, 19 ans, 20 ans, je suis un peu moins dépendant du regard de mes parents que quand j'en ai 5 ou 6. Du coup, vous avez dit aussi, je skie pour donner du plaisir aux gens. C'était un peu ça votre mission ou c'était d'abord Eh bien, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est les parents, puis après, on élargit le cercle, en fait. Plus il y a une manière d'élargir le cercle, plus on va recueillir de la reconnaissance, mais d'un nombre de plus en plus important. Et ça s'appelle la gloire et le pouvoir, en fait. Le pouvoir d'influence, par exemple. Les raisons qui, à un moment donné, évoluent, mais pour lesquelles j'y vais, derrière le titre olympique, je me dis que je vais gagner ma vie, je vais obtenir de la reconnaissance, je vais être connu, la gloire, et puis je vais avoir le pouvoir aussi, un pouvoir d'influence sur mon monde. Et c'est ça qui me motive à ce moment-là. La gloire, le pouvoir et l'argent. Et en parallèle avec ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que finalement, les aspirations d'Edgar, champion olympique, sont un peu les mêmes en tant que conférencier, coach, avec chef d'entreprise, tout ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est les mêmes aspirations? Non. J'ai compris quelque chose à ce moment-là qui a été fondamental pour la suite. Quand j'ai gagné les Jeux, j'ai re-signé des contrats, mais beaucoup plus importants que ceux que j'avais. Donc, je gagnais très bien ma vie. Ensuite, j'étais connu comme jamais. J'ai explosé aux yeux du grand public. J'ai eu une aura et un nom qui a dépassé les frontières de mon sport. Ah oui, je me rappelle bien. Et puis, en termes d'influence, j'étais devenu bankable. Et j'ai eu, du coup, la satisfaction que je recherchais à ce moment-là. Du coup, je me suis reposé sur mes lauriers. J'ai oublié, en réalisant mon rêve, j'ai oublié une chose fondamentale. C'est que quand un rêve devient réalité, il n'y a plus de rêve. Donc, je vivais dans la réalité du rêve qui était pour moi le driver. Mais il n'y avait plus le driver. Mais j'étais en défense des acquis qui étaient les miens. Et les acquis qui étaient les miens, c'était la gloire, le pouvoir, l'argent, en fait. C'est ce que j'avais acquis. Et quand j'étais dans cette logique-là, j'ai cherché à préserver ce que j'avais. Je me remettais moins en question. Je savais, on ne change pas une équipe qui gagne, il n'y a pas de raison de se remettre en question puisque ça marche, etc., etc. Et j'ai oublié les fondamentaux qui m'avaient fait réussir. C'était le désir, le plaisir et l'envie. L'envie de réussir quelque chose, notamment celui de réaliser mon rêve, le plaisir à faire ce que je faisais, skier, et notamment dans les bosses, et le désir de grandir tous les jours un petit peu,
en me remettant en question avec cette audace qui fait que cette audace et cette impertinence qui fait que tu vises des objectifs qui sont ambitieux. On va dire que l'argent, le pouvoir et la gloire ont complètement pris le pas sur le plaisir, le désir et l'envie. Je cherchais à préserver ces acquis-là et j'en ai oublié les fondamentaux. Et je me suis blessé 1 an après. Je suis resté 1 an dans cette espèce de spirale pourrie où j'ai cherché à préserver mes acquis. Le problème, c'est que j'ai perdu l'essentiel, les fondamentaux, c'était l'envie, le plaisir et le désir. Et dans mon lit d'hôpital, c'est dans mon lit d'hôpital que j'ai compris ça. Mais c'est pas évident ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a un rêve et qu'on arrive à l'atteindre, le driver s'en va. Ouais. Il faut à chaque fois être en mouvement quelque part pour avoir un nouveau rêve, un nouveau driver. Exactement. C'est limite fatigant, non? Ben non, c'est justement ce qui donne de l'énergie. Ce qui fatigue, c'est de plus avoir de rêve. En fait, ce qui fatigue, c'est les problèmes. Et dans la vie, vous avez des gens qui ont des projets et d'autres qui ont des problèmes. Ils vont pas aborder les difficultés de la même manière parce que quand on a des projets, on a des difficultés aussi. Mais le projet, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la difficulté, est un driver formidable qui nous permet peut-être d'exploiter la difficulté comme une opportunité. Si vous n'avez pas de projet, à chaque difficulté, vous avez un problème parce que vous ne savez pas comment exploiter la difficulté pour en faire une opportunité. Et c'est ça qui épuise. Alors ça veut dire que vous pensez que, par exemple, si on revient à ceux qui ont des projets, parce que vous accompagnez aussi beaucoup d'entrepreneurs, ceux qui ont des projets qui n'avancent pas vraiment, c'est quoi? C'est que leur driver n'est pas clair, leur objectif? Quel est le... Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, mais si on est sur les 3 fondamentaux dont je vous parlais, c'est-à-dire envie, plaisir et désir. Qu'est-ce que j'ai envie de réussir et en quoi est-ce que ça a du sens? C'est la première chose. La deuxième, est-ce que je prends du plaisir à faire ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? Malgré l'exigence qui est requise pour atteindre les niveaux très élevés auxquels j'ai envie, auxquels j'aspire. Et puis, troisième, c'est est-ce que je suis dans une dynamique où ce que je fais me permet de m'accomplir parce que je progresse, parce que je grandis, parce que j'apprends. Et vous pouvez avoir un de ces 3 piliers-là, un de ces 3 fondamentaux-là, qui n'est pas bien calé, bien cultivé, et c'est tout, et c'est toute la motivation qui en pâtit. Et dans ce que j'entends et ce que vous faites aujourd'hui, effectivement, c'est prendre le temps d'apprendre à se connaître. Prendre le temps, c'est ça, hein, de réfléchir à ses envies, à ses points forts. C'est là-dessus que vous travaillez, en fait, d'une manière générale, avec les entrepreneurs. Oui, je travaille sur 3 choses qui sont absolument essentielles. Un, c'est les passions. Parce que, voilà, qu'est-ce qui vous passionne? Et derrière, moi, je mets aussi les besoins. C'est-à-dire qu'on est passionné par un domaine parce qu'il répond à nos besoins fondamentaux. Besoin de reconnaissance et le besoin d'action ou de réflexion ou d'imagination. On a besoin au quotidien pour être bien équilibré, bien dans notre tête, dans notre peau, de satisfaire en fait ces besoins-là. Et c'est pour ça on dit « Ah, je suis passionné de telle ou telle chose ». Mais en fait, quand tu regardes bien, c'est que ces choses-là nourrissent les besoins essentiels. Donc, passion, c'est important de creuser les passions. Ensuite, les talents. Dans quel domaine est-ce que je suis excellent? Quel est le domaine dans lequel je suis facile? Quel est le domaine dans lequel je prends du plaisir? Et si c'est le même, je suis sur un talent. Je suis excellent, je prends du plaisir, je suis facile, j'ai des résultats supérieurs à la moyenne, sans me fatiguer, et je peux le faire pendant des heures. C'est un domaine de talent. Donc, c'est un talent et quelque part, comment je vais en faire un point fort dans mon métier? Ce qui est génial, c'est que, je vous interromps, mais vous parlez de plaisir. C'est quand même un mot qu'on remet un peu au goût du jour et que j'ai envie enfin que j'essaye aussi, moi, de mon côté, de mettre en avant auprès par exemple, des étudiants que j'accompagne. Mais vous mettez en avant le plaisir. Et même, je crois, dans le management, il faut prendre du plaisir. En fait, il faut vraiment que le plaisir redevienne un driver quelque part, c'est ça? En fait, c'est un driver, mais l'injonction qui consisterait à dire « fais-toi plaisir et ça va marcher », ça va pas.
c'est pas une injonction qui fonctionne parce que les gens, ils savent pas réellement pourquoi ils prennent du plaisir ou comment prendre du plaisir à faire ce qu'on fait parce que souvent l'exigence pour réussir, pour être dans une forme d'excellence est tellement élevée qu'ils se disent que c'est pas en prenant du plaisir qu'ils vont y arriver. L'erreur, ce serait de confondre plaisir et laxisme un peu, ou facilité. C'est pour ça que il faut comprendre d'où vient le plaisir, et le plaisir, il vient d'une exigence qu'on a vis-à-vis de soi sur un domaine de talent. Et donc, à partir du moment où on a identifié son talent et qu'on sait comment l'exploiter au profit de son métier, à ce moment-là, le plaisir va émerger. Parce que vous allez faire facilement des choses qui peuvent être difficiles pour d'autres, mais pour vous, c'est facile, avec des résultats supérieurs à la moyenne et une énergie de dingue parce que vous pouvez le faire pendant des heures sans transpirer. Et ça, c'est ça qui donne du plaisir. Et ce que les gens ne voient pas, et ça aussi c'est important d'aller creuser encore, c'est que ce plaisir qui est pris dans le boulot se transforme en confiance dans les moments à fort enjeu. À partir du moment où, là encore, on va capitaliser sur ses forces dans les moments à fort enjeu et on va s'appuyer dessus pour y arriver. Je vous donne un exemple parce que là, je suis dans la théorie ou la mécanique. J'aime bien, moi, retransposer au sport tel que je l'ai fait. Moi, je suis un gars qui, naturellement, est plutôt quelqu'un d'instinctif. Et en gros, dans les bosses, c'était marrant. C'est-à-dire que je skiais d'abord, je réfléchissais après. Ah oui. Comme je ne perdais pas de temps à réfléchir pendant que je skiais, j'étais plus rapide que la moyenne. Et donc, mon point fort, mon talent, c'est l'instinct. Et traduit dans le monde du ski de boss, mon point fort, c'est la vitesse. J'avais un ski, et c'était reconnu de tous, rapide et spectaculaire. J'avais un point faible, qui était lié à ce point fort d'ailleurs, c'est que quand je skiais vite, je faisais des petites fautes techniques, et ces fautes techniques me coûtaient des points. Mais dans la vie, ou dans l'entraînement, est-ce que je passe mon temps à corriger mes points faibles, au détriment de mes points forts, en essayant d'être moins rapide pour, du coup, passer plus de temps à corriger mes points faibles, auquel cas je risque de passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de corriger un truc tout en me bridant sur mon point fort. Et là, je risque de me fatiguer, m'épuiser à faire un truc. Si je m'épuise, même si j'arrive à faire des descentes très propres, mais à 2 à l'heure, je vais pas prendre de plaisir et je vais même perdre le plaisir que j'avais à skier. Et du coup, ça va pas donner de résultat. Et en plus, je vais pas me distinguer de mes adversaires et encore moins de ceux pour qui le talent, c'est la technique. Et donc ça, c'est l'entraînement. Si je capitalise sur la vitesse, si j'essaye de skier plus vite, et c'est ce que je faisais avec mon entraîneur, un coup, il m'avait dit, écoute, tu skis tellement vite maintenant qu'on ne voit plus les fautes. Donc, plus on avait capitalisé sur la vitesse, moins on voyait les fautes. Et donc ça, c'est le plaisir. Moi, j'adorais skier vite. Et puis, on était indulgent sur les faiblesses parce que je savais bien que plus je skiais vite, plus je prenais des points sur la vitesse, plus je pouvais compenser mes points faibles. Et c'est en ça que ça se transformait en confiance en compétition. Parce qu'au départ des compétitions, j'étais pas en train de me dire il faut pas que je fasse de fautes. J'étais en train de me dire il faut que je colle 3 secondes à mes adversaires les plus coriaces, comme ça j'aurai le droit de faire des fautes. Vous voyez, je me donnais un droit à l'erreur. Et la confiance, elle vient souvent de là aussi. Et c'est cette confiance que vous avez utilisée le jour des JO en 92, quand le matin il se met à neiger, je crois que c'était, enfin je me rappelle, énormément. Et là, vous étiez quand même en confiance. Comment ça s'est passé ce jour-là ? Bah oui, j'étais en confiance parce que je savais exactement ce que j'avais à faire. Donc, si vous voulez, moi, au départ, je savais que j'avais le droit à l'erreur. J'en ai fait une. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas du tout déstabilisé. La petite erreur que j'ai pu faire quelques virages après mon premier saut, elle ne m'a absolument pas déstabilisé. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ça c'est fait, je continue. Dans ma tête, mentalement, ça va très vite. Le ski de boss, vous avez 30 secondes pour dévaler une piste de 300 mètres. Vous êtes obligé de vous concentrer sur les gestes qui font la performance, pas sur la performance elle-même. Quand vous êtes centré sur les gestes qui font la performance, ça va, on délivre la stratégie.
Mais si à un moment donné, je fais une faute et je me dis, oh là là, j'espère que je vais pas en faire une deuxième. Je suis concentré sur la performance, on est d'accord. Je suis Oui. pas concentré sur le geste qui fait la performance. Et ça va tellement vite que si mon cerveau n'est pas centré sur le geste qui fait la performance, la piste, elle reprend le pouvoir et elle me dégage. Mais ce jour-là, il neigeait énormément et je crois même qu'ils se sont demandé, enfin, on est venu vous demander en disant, est-ce que c'est bon, on y va, c'est ça? Et vous ne Ouais, doutiez pas du tout, hein. Donc c'est même vous qui étiez, je crois, plus confiant que peut-être ouais, votre ouais, mais entraîneur moi ou... j'avais les cartes en main. Jean-Claude Tilly, qui était à Albertville dans son QG, surveillait la météo et avait vu que sur les bulletins, le temps allait se dégrader. Et il a dit, bah, si le temps se dégrade, la course, elle va pas être équitable. Parce que les mecs qui vont partir au début vont partir voilà, il y a un peu de brouillard, jour blanc, mais pas de neige. Et ceux de la fin, ils vont partir avec des paquets de neige. Et en plus, on était deux Français à partir en dernier. Donc Jean-Claude s'est dit, bon, on est à la maison, la course, c'est pas équitable. Demain, il va faire beau, autant que la course soit équitable. Donc, au lieu de décider tout seul dans son bureau, il a quand même appelé, contacté Nano, qui est le capitaine de l'équipe de France de ski de boss, qui lui était en bas de la piste, et il lui a dit, on fait quoi? Moi, je passais par là, et Nano dit, bah attends, je vais prendre l'avis des coureurs. Et il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis, tu diras à Jean-Claude que c'est tous les jours une belle journée pour être champion olympique. Et Jean-Claude Tilly, il faut savoir qu'il a gagné les Jeux olympiques 3 fois sur la même Olympiade en 68, et le slalom, qui est la dernière médaille qu'il a faite, il l'a remporté dans un brouillard à couper au couteau. Voilà, je pense que c'est ce qui fait que le gars, il n'a pas eu le bras qui tremble, et il a laissé courir au lieu d'appuyer sur le bouton pour reporter au lendemain. Et quand vous arrivez en bas de la piste, vous savez que c'est fait? Vous avez atteint votre J'ai, objectif? Moi, je savais que j'avais bien skié. Après, on attend toujours le score des juges. Et du coup, dans la carrière d'Edgar sportif sur le ski de boss, il y a eu aussi des échecs, je pense. Bah oui, il y a des échecs. Un en Parce que particulier qui vous a marqué ou celui qui m'a le plus marqué, c'est quand je me suis blessé 1 an après avoir remporté les Jeux Olympiques. C'était un échec dans presque ma philosophie de la gagne, quoi. Je suis champion olympique. 1 an après, je me blesse. Et il me faut 2 ans pour revenir champion du monde. 1 an pour tout perdre, 2 ans pour essayer de revenir. Ça fait 3 ans en tout. Ma carrière, vous savez combien de temps elle a duré en équipe de France? 9 ans. C'est-à-dire qu'un tiers du temps, je l'ai passé à me battre contre ma motivation, en fait. et quel a été le déclic dans l'autre sens? Comment vous l'avez retrouvé cette motivation du coup? Dans mon lit d'hôpital, quand j'ai compris que la gloire, le pouvoir et l'argent, c'était que des conséquences du plaisir, du désir et de l'envie. Et donc, en fait, il ne faut pas se battre pour les conséquences, il faut se battre pour les causes, en fait. Plus vous allez prendre du plaisir à le faire, plus vous allez progresser personnellement, plus vous serez riche, mais j'entends riche intérieurement, pas que financièrement. Vous serez fier. Donc la gloire, c'est aussi la fierté, cette fierté, mais c'est une fierté intérieure. Et du coup, si j'en reviens à ce que vous proposez aujourd'hui, qui est le programme Motivator, vous mettez en fait dans ce programme tout ce que vous avez appris et transposé dans le monde pour des entrepreneurs. C'est ça, vous les accompagnez de cette manière-là? Tout ce qui est mécanique de la motivation, tout ce que je vous raconte là, c'était plutôt intuitif, du bon sens. D'accord? C'est après seulement que j'ai appris, grâce à des spécialistes, des chercheurs, des neuroscientifiques, qui ont développé tout un tas de théories autour de ces mécanismes de la motivation. C'est en lisant des bouquins, c'est en me formant, que j'ai appris effectivement comment ça a marché, pourquoi ça a marché. Et c'est aussi en pratiquant et en croisant le faire avec des chefs d'entreprise, avec d'autres sportifs, avec des musiciens, avec des médecins, avec des urgentistes, avec des militaires, avec des chefs d'orchestre, etc. J'ai compris, évidemment, pas mal de choses, pas que la pratique. Il fallait adosser la théorie à la pratique pour bien comprendre et ensuite pouvoir transmettre.
Et donc ça, je l'ai fait, ça fait même 20 ans, plus de 20 ans que je le fais. Et j'adore ce domaine, j'adore transmettre parce que je continue d'apprendre, parce que je continue de me former. Donc effectivement, le programme Motivator, c'est l'émergence à la fois de la pratique, mais aussi de la théorie. La pratique, elle sert à inspirer les gens, et la théorie, concrètement, à les faire travailler. Et si on obtient des résultats incroyables, je dis incroyable parce qu'en fait, les gens, ils viennent, le programme, il dure 12 semaines. Et à chaque fois, à la fin, ils nous disent, je suis allé au-delà de ce que j'imaginais. Et honnêtement, nous, je dis nous parce qu'on est une équipe, nous, on ne fait qu'animer un processus. Le contenu, c'est eux qui me l'apportent. Et nous, dans le processus, on est vigilant, évidemment, à ce qui est une méthode qui les amène à réfléchir. Et par exemple, dans la méthode, on ne va pas tout de suite leur demander quel est votre objectif. Parce que ça, c'est une erreur, en fait. De mon point de vue, j'entends. Hein. C'est un peu l'erreur qu'on fait tous, d'ailleurs, quand on demande à un ado, « Ah, qu'est-ce que tu vas faire plus grand quand tu seras dans la vie ?» Et je dis, c'est une erreur. En plus, pour lui, c'est un peu une pression qui est assez forte. Pourquoi c'est une erreur? Parce que un ado, il n'a pas tout à fait encore conscience de ce qui le passionne. Il n'a pas toujours conscience de ses talents. Il n'a pas toujours conscience de ses valeurs non plus. Et quand on lui demande ce qu'il va faire dans la vie, c'est un peu comme si on l'envoyait au front, mais sans armes. Et donc, nous, dans la méthode du Motivator, c'est ce qui vient à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu connais tes fonctionnements intérieurs, tes croyances limitantes, tes talents, tes valeurs, tes passions. Maintenant que tu as les armes, qu'est-ce qui pourrait donner du sens à ce que tu as envie de faire? C'est quoi ta mission de vie en gros? Ça, c'est de la méthode, donc on leur donne de la méthode. Et on anime en étant one-to-one, parce qu'il y a du one-to-one, et puis on anime parce qu'on crée aussi une dynamique d'équipe. Et on a des groupes qui sont entre 15 et 25 personnes. On crée aussi le lien entre eux, pour qu'ils se soutiennent, qu'ils s'encouragent. Et en fait, c'est ça qui fait que les gens vont beaucoup plus loin que ce qu'ils pensaient. Ils sont inspirés et boostés en fait par tout ce que vous leur apportez en fait comme exemple et comme... Ils sont boostés, ouais. Bien souvent, le premier réflexe, quand on leur dit c'est 12 semaines, et c'est grosso modo 3 heures par semaine de boulot personnel, c'est pas le temps. Ben oui. Et c'est logique parce qu'on a des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui ont des agendas de dingue. Et donc, leur premier réflexe, c'est « Ah, mais j'aurai pas le temps ». Au bout d'une semaine, on a fait un onboarding, on a fait une première séance. Là, ils commencent à rentrer, ils rentrent dans le truc et ils voient qu'il y a une dynamique de groupe. Et ça devient en fait la priorité dans leur agenda. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de temps en fait. Et à partir du moment où ça vous nourrit, ça vous donne de l'énergie, c'est prioritaire surtout. Ça prend automatiquement la priorité sur tout le reste. Alors Edgar, pour conclure, j'ai envie de... Moi, je retiens les mots motivation, plaisir, envie. Je trouve ça génial parce que c'est que positif. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, parce que j'ai l'impression que voilà, vous progressez. Est-ce qu'il y a encore un grand rêve d'Edgar ou vous poursuivez votre route comme ça et on verra bien ce qui se passe? Aujourd'hui, ce qui a du sens, c'est de transmettre. Moi, c'est de transmettre des clés pour que les gens soient autonomes dans la gestion de leur énergie positive, de leur motivation. Et je le fais à travers des conférences et je le fais à travers ce programme Motivator. Aujourd'hui, j'ai un projet et le projet, c'est de bâtir tout un écosystème en fait autour de ce que je fais, des conférences et du programme Motivator pour mes clients qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la gestion de leur motivation. Alors, j'ai envie de vous demander, parce que si vous deviez dire un petit mot à la fin, qu'est-ce que vous diriez? Quel est le premier mot qui vous vient pour conclure cet échange? Performance. J'aime beaucoup ce mot parce qu'il est souvent décrié et que les gens se disent « Ah ouais, la performance, oui, mais de toute façon, c'est la souffrance, c'est l'exigence. » Non, non, pas du tout. Pour moi, la performance, ça a toujours été de faire un minimum d'efforts pour obtenir un maximum de résultats. Être performant en faisant des efforts colossaux, en travaillant comme une brute et en sacrifiant sa famille ou sa vie personnelle, on peut tous le faire et quelque part, il n'y a pas de mérite.
Je trouve qu'il y a du génie si tu arrives à des résultats, à des performances extraordinaires en ayant fourni peu d'efforts. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu as pris tellement de plaisir à faire ce que tu fais que tu n'as pas senti. Et je trouve que c'est ça le génie. Et c'est ça la classe. Donc, c'est ça mon mot. Performance. Minimum d'efforts, maxi résultat. Edgar, merci beaucoup et je vous souhaite plein de performances pour la suite. Ouais, merci. La Niaque, le podcast qui vous met en mouvement. Abonnez-vous pour écouter tous les mois des personnalités positives qui vont partager leur expérience et leurs conseils. Rejoignez le mouvement et osons ensemble transformer nos envies en réalité. À très vite.